tous, bonjour à toutes et merci pour ceux qui ont décidé d'être matinaux et de nous rejoindre après les bulles d'hier des Hub Awards pour ce café de l'innovation. Une façon de démarrer la journée avant de vraiment mettre les mains dans le cambouis de ce J2 du Hub Forum. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va booster notre business, notre marketing. Mais avant, Vincent, tu avais envie d'inviter à cette table, et avec ses croissants d'ailleurs, Richard Méneveux, notre copain de French Web, et surtout Marie-Christine Levé, qui est fondatrice et partenaire de EduCapital, pour qu'on parle un peu d'EdTech, parce que c'est vrai que c'est un des grands secteurs de 2017 et 2018. Effectivement, très heureux de vous accueillir sur le panel ce matin pour ce, avec Richard, traditionnel café l'innovation qu'on fait tous les ans au Web Forum pour amorcer un peu en soft landing la journée. Je voulais vraiment parler d'EdTech. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler 2 ans au ministère de l'Éducation et de me rendre compte des besoins pour la France en termes d'innovation dans ce secteur. Et puis c'est vrai, même avec Hub Institute aujourd'hui, sur la partie formation professionnelle, on voit le besoin croissant de technologie, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a énormément de sujets. C'est un sujet, enfin, il y a un secteur qui nous sent sous-investi. Donc c'était l'occasion ensemble d'en parler ce matin. Richard ? Alors c'est l'un des domaines en fait où il y a, les besoins sont les plus importants, où les éléments de rupture sont les plus inexistants. Je vais juste donner un élément de chiffre. Par exemple, aujourd'hui, en 2017, c'est 1,2 milliard d'investissements en France là, à date. On peut dire que dans les EdTech, si on dépasse un investissement annuel de 40 millions, c'est le bout du monde. Autant vous dire qu'on est dans un secteur où, d'un côté, il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. De l'autre côté, on a une absence totale d'investissement. Et d'ailleurs, je suis ravi que Marie-Christine, justement, soit à l'initiative, je crois, du premier fonds européen dans le domaine. Tu peux nous parler, justement, de la dynamique que tu essayes de développer ? Donc moi je viens de créer EduCapital, qui est le premier fonds européen dédié au secteur de l'EdTech. Alors il y avait des fonds dans ce domaine aux US, il y a 2 ou 3 fonds aux États-Unis dans ce domaine qui ont été créés il y a même près de 10 ans, qui sont Learn Capital, Rich Capital, Rethink Education. Il y a même un fonds en Inde et il n'y avait rien au niveau européen, donc on est ravis que ce soit la France qui ait pris l'initiative de créer ce premier fonds dédié à l'EdTech. Alors peut-être pour expliquer ce que c'est l'EdTech, parce que des fois on parle d'éducation. Il faudrait le définir, c'est on vrai voit tout de suite, on pense à l'école primaire, etc. L'EdTech, c'est toutes les technologies de l'éducation, sachant que l'éducation, on le prend au sens très large du terme, c'est de, effectivement, la petite école, jusqu'à la formation professionnelle et la formation tout au long de sa vie, avec une croyance très forte qui est que les gens vont de plus en plus changer de métier. On parle de 10 métiers dans une vie. On va de plus en plus faire des périodes entre du CDI, de l'auto-entrepreneur, de la formation, et les compétences sont de plus en plus obsolètes. Il va falloir se former tout au long de sa vie. En marketing, il faut se former tout le temps. Il y a plein de choses nouvelles qui apparaissent. Et c'est vraiment cette idée de se former tout au long de sa vie, depuis l'école jusqu'à la retraite. Alors ça tombe bien parce qu'il y a une réforme, évidemment, suivez mon regard, de la formation professionnelle qui est en train de se dessiner côté gouvernement français. Est-ce que concrètement tu penses que l'EdTech peut avoir un vrai impact, peut vraiment aider à quelque part refaçonner ce secteur de la formation continue, de la formation professionnelle? Ce qu'apporte avant tout l'EdTech, c'est premièrement c'est de faire une éducation beaucoup plus personnalisée. Et beaucoup plus individualisé. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'adaptive learning. L'adaptive learning, c'est des data et de l'intelligence artificielle qui permettent de donner des parcours d'apprentissage individualisés. Alors c'est rien de plus que dans la classe de campagne, il y avait un professeur, il avait 5 élèves, il arrivait à faire à l'un des exercices, à l'autre d'autres exercices, et voilà, à faire progresser chacun à son niveau. Quand on commence à avoir des classes de 30 personnes, quand on commence à avoir des gens entiers à former dans une entreprise, on a tendance à vouloir appliquer le même parcours de formation à tout le monde, alors que chacun apprend différemment. Et donc là, c'est vraiment d'utiliser la data et l'intelligence artificielle pour donner des parcours individualisés. Donc ça, c'est le premier avantage de l'EdTech. Le deuxième avantage, c'est scalable. On peut aujourd'hui avoir accès aux meilleurs cours, aux meilleurs professeurs du monde entier, sur tous les supports. Il y a des cas assez connus comme la Khan Academy. Il y a quand même beaucoup de cas aujourd'hui de gens qui sont partis avec assez peu de choses et qui ont créé des salles de classe incroyables au niveau mondial avec leur propre contenu.
Voilà, et c'est vraiment de se dire qu'on a un apprentissage différent. Nous, on ne dit pas que l'ordinateur, la tablette remplace le professeur. C'est au contraire différent. C'est du blended learning. On fait chez soi ce qui est facile. On regarde les meilleures vidéos avec les meilleurs profs et on va en classe ou on va en groupe de travail pour tout ce qui est plus compliqué, ce qui demande un peu à développer des soft skills. Donc c'est vraiment une innovation aussi dans le parcours pédagogique. Concrètement, hier on parlait par exemple en ouverture du J1 beaucoup d'intelligence artificielle et de la façon dont justement il fallait peut-être un petit peu dépassionner le débat parfois. Quels sont exactement l'input technologique ou les inputs technologiques dans la tech? Quand on dit éducation et technologie, c'est quoi la couche technologique qui se cache derrière ces méthodologies-là? C'est pas facile à dire le matin. Alors il peut y avoir plein de choses. Bon, il y a déjà le fait de pouvoir apprendre sur tous les supports, donc beaucoup de choses sur le mobile, hein, beaucoup de choses du micro-learning, c'est-à-dire des petites séquences de 10 minutes où on peut apprendre dans le métro, dans les transports en commun. Après, il y a tout ce qui est data, la data et l'analytics, c'est vraiment de pouvoir justement donner cet apprentissage personnalisé en fonction de comment on a acquis quelque chose. Donc c'est vraiment de la data qui regarde comment les gens apprennent et leur donne des parcours personnalisés. Et ensuite, on peut aussi avoir une éducation plus performante qu'on peut mesurer. C'est un peu tout ce qu'on a fait dans la publicité, dans le marketing, que l'on applique à l'éducation. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire à beaucoup de monde. Donc c'est aussi un accès à tous. Il y a aussi un impact sociétal important, un accès à tous à une éducation de qualité. Alors moi, j'ai une question à nouveau pour toi. C'est... Dans la révolution numérique, tous les secteurs ont été impactés de manière majeure depuis plus de 25 ans. Comment se fait-il justement que l'EdTech soit aussi peu dynamique jusqu'à présent alors que les besoins sont immenses, le potentiel est gigantesque? Qu'est-ce qui explique qu'on ne fait que démarrer aujourd'hui, depuis 2014 à peu près? Alors c'est un secteur dans lequel le public a une part importante, hein. Dans l'éducation, le public a une part importante. C'est un secteur aussi dans lequel on a plein de préconçus. On a le préconçu en France que l'éducation est gratuite alors qu'on dépense 2 milliards par an en soutien scolaire, en petits profs, etc. Donc, voilà, c'est un secteur qui a traîné avec lui plein de stéréotypes, de préconçus. Et je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un secteur qui va être à la conséquence de tout ce qui se passe dans les autres secteurs. Aujourd'hui, c'est vrai que les métiers changent très vite. Alors il y a des gens qui vous disent que dans 50% des métiers vont disparaître. En tout cas, ils vont peut-être pas disparaître, mais ils vont être profondément changés par la transformation digitale dans tous les autres secteurs. Donc c'est un secteur aussi qui a la conséquence de tous les autres secteurs, puisque tout le monde se forme. Et donc c'est pour ça aussi peut-être qu'il arrive maintenant. En tout cas, on a vu aux États-Unis, en Inde, que c'est aussi parce qu'il y a eu des fonds spécialisés dans ce domaine qui ont bien compris aussi les spécificités de ce domaine, que ce secteur a pu éclore. Donc j'espère qu'on pourra faire éclore quelques beaux champions européens. Alors il y a une multiplicité justement de champs qui peuvent s'appliquer à l'EdTech. Est-ce qu'on peut faire une cartographie des startups EdTech en France? On va afficher justement la cartographie en régie. Si vous pouvez afficher la cartographie des EdTech. On a nos amis d'Xchange en fait qui ont fait un mapping, je crois qu'il date d'il y a 1 an, tout au plus. Donc comme le disait Marie-Christine, on peut l'afficher? Oui. Comme le disait Marie-Christine, en fait, il faut prendre l'EdTech au sens large du terme, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est lié à l'enseignement, donc maternelle, primaire, secondaire, ce qu'on appelle le K-12. Et puis vous avez bien entendu tous les outils qui aident en fait les parents de la maternelle, justement tous les environnements au démarrage en fait de la vie. Et puis après vous avez donc formation professionnelle, vous avez tout ce qui est apprentissage des langues. Et puis on peut aller jusque passer son permis de conduire avec Ornicar, on peut passer son permis bateau. Donc ce qui est vrai, et ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est qu'on associe souvent EdTech au savoir élémentaire académique, donc on voit sur la partie gauche, alors qu'effectivement, il y a vraiment tout le spectre de la formation de l'enfant jusqu'à évidemment la vie adulte. Est-ce que tu as des priorités dans tes investissements ? Alors aujourd'hui, les secteurs qui vont le plus rapidement à l'EdTech, c'est la formation professionnelle. Alors vous avez vu, il y a quand même beaucoup de sociétés dans ce domaine. C'est là où les sociétés ont été le plus financées parce que c'est l'entreprise qui prend les décisions et c'est face au fait que les compétences sont obsolètes de plus en plus rapidement. Il faut former les gens et les former de manière beaucoup plus souple. On puisse se former quand on veut, où on veut, sur n'importe quel support. Un secteur qui me paraît moi, très très important, c'est le secteur de la formation tout au long de sa vie. Le fait que, grâce à l'EdTech aujourd'hui, on peut reconvertir pas mal de monde. Aujourd'hui, il y a quand même, je pense aussi, pour toi, ce secteur, on est à un point d'inflexion. C'est qu'on a aujourd'hui une école qui prépare de moins en moins aux besoins de la société d'aujourd'hui. Il y a
besoin de 900 000 codeurs en Europe d'ici 2020. Il y a 36% des entreprises qui disent ne pas avoir les compétences qu'elles souhaitent, ne pas trouver les compétences qu'elles souhaitent sur le domaine. Et on a de l'autre côté beaucoup de chômeurs. Donc aujourd'hui, il y a plein d'écoles aussi de reconversion tout au long de sa vie, que ce soit en pure online ou en école physique ou un mélange des deux. Donc ça, c'est vraiment la formation continue. Moi, je crois énormément à ce secteur. Ensuite, on a tout ce qui est effectivement soutien scolaire, langage. Donc là, soutien scolaire, c'est l'idée d'avoir des Uber, du petit cours. Ça, normalement, il y a des plateformes qui vont émerger là-dessus. Et ensuite, il y a toutes les technologies qui doivent être mises à disposition de l'école, que ce soit du primaire jusqu'au lycée, pour justement apporter les bienfaits du numérique dans l'école. Et c'est vrai que je pense qu'on est quand même arrivé à un point d'inflexion en France avec une école qui est arrivée un petit peu peut-être au bout de son modèle. La France dégringole dans tous les classements PISA, les classements qui mesurent les pays les uns par rapport aux autres. Et surtout, on a un des systèmes les plus inégalitaires en France, malgré ce que l'on croit. On a un système beaucoup plus inégalitaire que d'autres pays où c'est souvent les enfants de profs qui réussissent le mieux. Quelques chiffres, Richard? Alors justement, mais avant de donner quelques chiffres, je voudrais juste dire, c'est aussi un secteur dans lequel il est quasiment inutile de répliquer ce qui a existé. C'est-à-dire que les méthodes d'apprentissage ont totalement changé, le rapport justement au savoir a totalement changé. Et vouloir reprendre l'enseignement, essayer de le numériser entre guillemets, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les meilleures boîtes, les projets les plus intéressants sont des projets totalement disruptifs, totalement différents, qui reprennent d'autres codes, qui appréhendent d'autres modes de fonctionnement. 42 est un exemple, même en tant qu'école, puisque le mécanisme en fait de notation est fait par les élèves, tout se fait en ligne, c'est comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que en fait je vois par exemple justement ton parcours et je dois scorer, je dois valider chacune de tes étapes. Donc chaque élève qui vote un autre élève sur son écran a des petites pastilles et doit cliquer dessus pour valider les compétences validées donc de ses camarades. Donc voilà, donc on est sur des nouveaux modes d'apprentissage. Pour répondre à ta question donc sur les chiffres, donc au sens global, on est à 300 EdTech à peu près en France. Si on tombe un petit peu plus de manière un peu plus cernée, on est à 180 en tant que tels qui sont vraiment sur le cœur du métier. Autre chiffre, donc il y en a simplement 19% d'entre elles qui sont financées en tant que telles, donc ce qui montre le déficit d'investissement. Donc je le rappelle, c'est à peu près 40 millions par an dans le domaine des EdTech, quand dans tout le numérique on a investi à date, donc c'est pas encore les chiffres annuels, on est à 1,2 milliard, donc vous voyez le delta, donc là je parle en euros bien entendu. 63% de ces sociétés ont moins de 10 salariés, autant dire que ce sont vraiment des toutes petites entreprises. Et elles sont en majorité dans le B2B, c'est-à-dire à 51%, sachant qu'il y a un point qui m'a marqué, c'est que la plupart d'entre elles sont web-based, c'est-à-dire qu'elles ne développent pas de services sur mobile. Aujourd'hui, seulement 17% des startups en EdTech sont mobile first. Marie-Christine, on avait quelques discussions là-dessus justement tout à l'heure. Alors c'est vrai que la France est en train de prendre un certain retard. Il y a eu 7 milliards investis dans l'EdTech depuis 2015. On parle d'à peu près de 3 milliards investis par an. Vous avez vu les chiffres en France, on est très très loin. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui vont très rapidement dans ce secteur. Les États-Unis investissent fortement dans l'EdTech. Même beaucoup de gens aux États-Unis disent EdTech is the new FinTech. Et ce qui est très intéressant aussi de voir, c'est que les pays asiatiques, avec la Chine en premier, sont vraiment des champions aujourd'hui de l'investissement dans ce domaine, en équipant les écoles dès le premier âge, de tablettes, de soft, enfin de méthodes très différentes. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, un enjeu national à se dire, est-ce qu'on veut que les champions de ce secteur soient des sociétés étrangères, comme ça a été le cas dans l'e-commerce et dans d'autres domaines. Et je rebondirai aussi sur quelque chose qu'a dit Richard, c'est vrai que comme dans les autres secteurs, c'est pas Accor qui a inventé Airbnb, ça sera pareil dans l'éducation, c'est très difficile d'innover de l'intérieur, donc encore plus
d'innover quand on est dans un ministère. Et donc notre but, c'est de dire, voilà, ce sera des gens un peu différents, qui pensent différemment, qui n'ont pas les vieux codes en tête, qui pourront implémenter des solutions innovantes avec toute cette idée que de plus en plus, il va falloir apprendre à apprendre. On n'est plus dans des compétences très institutionnalisées qu'on apprend par cœur, mais dans une logique un peu différente où on apprend à apprendre et on apprend tout au long de sa vie. C'est vrai que tout ce qui est, on a parlé beaucoup de big data hier, d'AI, mais l'industrialisation, de la personnalisation des parcours pédagogiques, c'est clairement la clé du succès. Arriver à pouvoir distribuer le bon contenu, le bon module à l'apprenant dans le cadre de son parcours, c'est là-dessus que beaucoup de startups devraient être. Oui, c'est là-dessus, surtout qu'en France, on a un chiffre qui fait peur. Hein. On a 110 000 personnes qui décrochent chaque année du système scolaire. Donc non seulement outre les aspects très négatifs pour elles, pour la société, c'est aussi un coût énorme pour la société. Hein. Ça coûte plus de 230 000 euros par personne. Et c'est vrai qu'avec des méthodes beaucoup plus individualisées, beaucoup plus personnalisées, on peut rattraper pas mal de personnes. Alors justement, Vincent, Marie-Christine et Richard, vous qui voyagez dans le monde entier, qui benchmarkez et essayez d'aller repérer les bonnes idées et les bonnes boîtes partout ailleurs, est-ce qu'il y a justement un modèle en EdTech qui vous a particulièrement séduit ces derniers mois, ces dernières semaines peut-être, ces derniers jours, soyons fous? Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle tendance en matière d'EdTech qui est en train de se développer, sur laquelle on devrait commencer à regarder de plus près, ou voilà, d'autres startups dans le monde qui ont attiré particulièrement votre attention? Alors moi je vais donner un exemple. Alors c'est étonnant parce que c'est pas une EdTech, c'est une MedTech. Ça s'appelle Open Mind Innovation, c'est la société Guillaume Victor Thomas. Et en fait, le principe est simple, il vous met dans un caisson, et dans ce caisson, on va vous mettre une multitude de capteurs sur la tête, sur les doigts. On va vous mettre un casque de réalité virtuelle, et en fait, il y a toute une série en fait qu'on doit passer qui vous apprend à gérer votre stress, à développer un certain nombre de compétences, etc. Et typiquement, c'est là où on voit la jonction entre différents univers qui utilisent donc des technologies extrêmement pointues et qui permettent de faire des parcours d'apprentissage relativement simples. En fait, j'ai pas eu besoin de comprendre comment le casque de réalité virtuelle fonctionnait. En fait, je me suis mis dans le caisson et d'une manière très naturelle, c'était très accessible. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond dans le domaine. Il faut que ça soit simple pour l'utilisateur. Alors la réalité virtuelle sera vraiment une tendance de fond. Moi, j'étais à l'école polytechnique de Lausanne lundi dernier, qui est vraiment très très en avance sur les tech, et on a vu des séances de formation pour les apprentis infirmiers. Ce qui est incroyable, c'est que l'infirmier, quand il fait son parcours, finalement, il a 2 heures seulement de pratique. Il ne fait que de la théorie. Et là, maintenant, avec des casques et de la réalité virtuelle, on peut apprendre les gestes du quotidien pour un infirmier. Et on peut voir que ça peut s'appliquer à tous les métiers. Donc c'est vrai que la réalité virtuelle est une tendance forte. Il y a des tendances fortes aussi qui est, je trouve, le lien entre l'école et l'emploi. Donc il y a pas mal de MOOC aujourd'hui. On se posait beaucoup la question des MOOC, mais quel est le modèle économique des MOOC? Le contenu est gratuit, comment les MOOC vont se financer? Aujourd'hui, on s'aperçoit que les MOOC se financent par la certification, et aujourd'hui, ils ubérisent presque les cabinets de recrutement qui recrutent à l'appel des développeurs, etc. Est-ce que c'est mieux finalement d'avoir un cabinet qui va checker un CV, ou de savoir que tel développeur a fait telle ou telle formation et a certifié sa formation? Donc je trouve que tout ce qui est lien entre la formation et l'emploi, c'est vraiment un sujet intéressant. Moi, en fait, j'ai vu un cas à Singapour qui était assez intéressant. C'est en fait des écoles qui mettent en place tout un nouvel écosystème éducatif, avec cette idée que c'est pas juste la tablette, c'est la tablette avec un contenu associé, avec des profs formés accessoirement, et du coup aussi avec les parents, une nouvelle relation au contenu pédagogique. Et donc ça veut dire qu'en fait, il y a une porosité intéressante qui fait que les parents se reconnectent, parce que les contenus pédagogiques sont accessibles en dehors des cours et en interaction. Les enfants sont équipés et les profs sont vraiment formés pour proposer un nouveau type d'éducation. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce qui compte, c'est vraiment aller vers la mise en place de ce nouvel écosystème. Et la France a clairement une place à jouer, je pense.
Si vous aviez un conseil à donner à un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse, d'ailleurs, tiens, pourquoi pas, qui voulait se lancer justement dans l'EdTech aujourd'hui, ce serait quoi? C'est justement ce que vient de dire Vincent, c'est-à-dire de ne pas penser device, c'est-à-dire je vais faire une application mobile d'EdTech. C'est comprendre toute l'expérience que l'on est capable de proposer à chacun, c'est-à-dire voilà, c'est trouver les cours par exemple sur Creative Live sur mon mobile, mais pouvoir également participer à une session Creative Live. Creative Live, c'est une société américaine justement de MOOC, et c'est ça qui est génial, c'est vous pouvez le voir en ligne, vous pouvez assister en présentiel à ces sessions, vous avez tout un système de certification comme en parlait Marie-Christine, c'est-à-dire envisager d'une manière totalement globale et pas juste l'application web ou l'application mobile, voir ça de manière plus panoramique. Et du coup, en termes d'investissement prioritaire, les prochains mois, c'est quoi? Combien tu as levé déjà? Moi, j'ai levé 45 millions sur un premier closing. On espère que le fonds grossira. Les critères d'investissement, ça reste les mêmes que dans les autres domaines. C'est avant tout une équipe, avant tout une équipe complète, des pour les candidats qui sont dans la salle, c'est pour ça. C'est un produit, quand même, un produit fini, un produit bien pensé, comme l'a dit Richard, le plus possible sur tous les devices. Et c'est à un moment donné l'expérience utilisateur. C'est le track record, c'est le fait que ce produit soit utilisé. Si vous faites des choses dans les techs, il faut que votre produit soit utilisé par des écoles, par des professeurs. C'est vraiment la preuve du terrain. La preuve du terrain. Et c'est vrai que le mieux dans ce secteur, hein, c'est d'y aller aussi par expérimentation, parce qu'on a trop eu aussi une éducation nationale qui a voulu faire des plans top-down, des gros plans. Et mine de rien, on s'aperçoit que en faisant des expérimentations sur le terrain avec des profs, comme tu as dit, des profs formés, donc il y a un énorme enjeu de formation des professeurs, avec des profs formés, en donnant plus d'autonomie aussi aux différents établissements pour faire plein de choses. Voilà, on pourra avancer et ça va pas être peut-être une énorme révolution d'un coup, mais ça va être des mini-révolutions dans chaque établissement. C'est vrai que dans la logique de l'éducation, c'est sur 5-10 ans qu'on voit un peu l'impact que ça peut avoir. Du coup, si vous aviez un message au ministre de l'Éducation qui pourrait nous regarder, ça serait quoi? Moi, je lui dirais travailler avec des startups. Je pense que le plus difficile aujourd'hui, pourquoi ces startups sont sous-financées, c'est qu'elles ont énormément de mal à travailler avec l'éducation nationale. Donc, c'est à un moment donné, peut-être labelliser certaines startups, travailler avec des startups. C'est elles aussi qui vous apporteront le changement. Aujourd'hui, ces startups vivent d'appel à projet en appel à projet. Donc, elles tordent leur business model pour répondre à des appels à projets. Et donc, c'est plutôt de travailler de manière un peu plus pérenne avec des startups, voilà, en donnant aussi la chance à des gens nouveaux d'essayer de changer les choses. Le message est donc envoyé à Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'il appréciera. Merci infiniment, Marie-Christine, d'être venue justement nous parler de DedTech ce matin, de démarrer ce Café d'innovation, ce J2 du Hub Forum avec cette thématique. Richard, on te retrouve toute la journée au niveau du studio French Web. Ça se passe au niveau +1. Voilà, c'est au +1. Alors, c'est Carolina Thomas qui va animer les sessions ce matin. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre pour y participer. Et moi, j'y serai donc toute l'après-midi. Formidable. Vincent, nous, on va du coup aller vers une deuxième journée du Hub Forum qui, là aussi, va essayer de nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut accélérer cette transformation numérique. On part à fond et on accélère. Ce matin, on va essayer de comprendre ensemble comment on peut changer nos business models. C'est vrai que la transformation numérique, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, ouvrir ses perspectives pour pouvoir pivoter en mode start-up. Il y a des grands groupes qui l'ont fait. On va en parler avec eux dans un instant. Et puis cet après-midi, on donnera un coup de booster à votre marketing. Voilà pour le programme. Vous le savez, vous pouvez nous rejoindre à tout moment sur la conversation. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag HubForum. Ça se passe aussi sur Facebook Live depuis le compte du Hub Institute et du Hub Forum. Et puis, évidemment, vous avez énormément d'activités qui vous sont proposées au moment des pauses de networking et des pauses de workshop. Je vous invite notamment à aller jeter un coup d'œil au stand de réalité virtuelle de nos amis de L'Oréal qui ont mis en place un scénario absolument incroyable pour la dernière campagne du parfum Diesel. C'est à tester juste en sortant de cette salle. Mais tout de suite, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Merci encore, messieurs, dames. Merci.